êtes partout dans le monde en train de suivre Délivrance Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. D'abord, l'actualité. Sachez que le patron de l'inspection générale de finances, Jules Alinguete, était ce mardi 27 septembre 2022 devant le service européen de l'action extérieure pour présenter les avancées réalisées de la République démocratique du Congo en matière de corruption, de lutte contre la corruption financière. Le détail à travers ce reportage que je propose de suivre. Le service européen de l'action extérieure, conduit par l'ambassadeur Bernard Quétin, député managing director, ont eu une séance de travail avec l'inspecteur général des finances, chef des services de la République démocratique du Congo, le très rigoureux Jules Alinguete. Le numéro 1 de l'IGF était convient de présenter aux instances européennes les avancées réalisées par la République démocratique du Congo en matière de lutte contre la corruption déclenchée par le président de la République, Félix Tshisekedi, depuis 2020. Pendant une heure et devant la Commission européenne, Jules Alinguete a présenté à ses hôtes du jour le résultat obtenu jusqu'à ce jour par la RDC en termes de la bonne gouvernance et du recul de la corruption. Nous sommes là accompagnés de notre ambassadeur auprès du Royaume de Belgique, invité par les services extérieurs de l'action extérieure de l'Union européenne pour présenter les avancées que la République démocratique du Congo a réalisées en matière de la lutte contre la corruption depuis qu'elle a été déclenchée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous avions présenté toutes les actions qui sont menées par la République démocratique du Congo, les stratégies qui sont mises en place, les résultats auxquels nous sommes arrivés aujourd'hui, ce qui reste à faire, et nous avons fait le plaidoyer pour que la communauté internationale puisse avoir une autre perception de la République démocratique du Congo en termes de lutte contre la corruption, en tenant compte des avancées réelles réalisées par le pays. Nous avions été agréablement surpris par tous les services européens d'apprendre que la Belgique est dans le contrôle a priori depuis plus de 30 ans, la France également, et ils étaient étonnés qu'au Congo c'est à peine une année que nous venons de basculer vers le contrôle a priori que nous appelons chez nous la patrie financière. C'est une grande joie pour nous, nous avions été encouragés, et pour l'Union européenne, le véritable contrôle qui lutte efficacement contre les antivaleurs dans la gestion publique, c'est le contrôle a priori. Donc l'Union européenne nous a encouragés dans la mise en place du contrôle a priori dans les entreprises du portefeuille de l'État, dans les établissements publics, dans les provinces et même dans la gestion au niveau du pouvoir central. Voilà, c'est vraiment une grande satisfaction pour nous d'entendre cela, et nous avions eu la promesse ferme de l'Union européenne de nous accompagner dans la mise en place d'un contrôle a priori permanent au niveau de la République démocratique du Congo pour lutter efficacement contre la corruption. Jules Alinguete en a profité pour faire un plaidoyer auprès de l'Union européenne afin de faire évoluer leur perception de ces fléaux qui gangrènent la moralité publique dans le pays de Patrice Emery Lumumba. L'Union européenne a de son côté encouragé le pays de Lumumba à généraliser et intensifier le contrôle, a priori voire celui de l'opportunité de la défense publique qui constitue, par plusieurs pays de l'Union européenne, le pilier du contrôle des finances publiques. Autre fait d'actualité, en croisade pour une solution au conflit communautaire Tekeyaka après Kwamotu, l'ancien Premier ministre et président national du parti politique Nouvel Élan Adolphe Muzito est arrivé dans la province du Grand Bandundu où il a été accueilli par une foule compacte. Le détail. Une marée humaine pour accueillir le leader du Grand Bandundu, Adolphe Muzito. Nous sommes ici à Kenge, le chef-lieu du Congo. Cette mobilisation spontanée est tout un message. C'est une expression de reconnaissance à cet homme qui ne recule jamais
quand la vie de ses frères est en danger. Accompagné de son épouse, Madame Chantal Ngalula Muzito, le Premier ministre honoraire, est bel et bien arrivé samedi 24 septembre dans le Kwango. Ici à Kenge, comme hier dans les territoires de Kwamouth, il écoute les uns et les autres dans une tournée qui a comme objectif la restauration du climat de paix entre les différentes communautés du Grand Bandundu, élément sur les conflits intercommunautaires. Impossible de passer inaperçu quand on porte sur ses épaules une si grande charge. Ses frères et sœurs du Kwango lui ont bien renvoyé l'ascenseur. Sur le chemin, le leader compatissant est obligé de s'arrêter pratiquement village après village pour saluer la population kwangolaise. Les chefs coutumiers, voyant en lui un grand défenseur, ont, au nom de la population de Kwango, salué le courage et la détermination de cette grande âme, des paroles des bénédictions lui adressées. Le coordonnateur de la Mouka est émerveillé décidément. Des dizaines, des milliers de Kwangolais ont fait le déplacement de la tribune pour voir, saluer et écouter leur porte-parole, Adolphe Muzito. Ce dernier a prêché la réconciliation et formulé sa proposition. Pour lui, la titrisation des terres est une des pistes de solution, mais aussi la réglementation des redevances exigées aux exploitants des terres. Du haut de tribune officielle, Adolphe Muzito promet de rédiger un mémorandum qui sera signé par tous les notables des 26 provinces pour exiger l'élaboration de la loi sur la titrisation des terres, gage d'une solution équitable aux conflits récurrents des terres en RDC. La notabilité du chef coutumier de Kwango, parce que la Moussouka a un qui est à la réconciliation de Salama parce que tout le monde il y a zone mais quand tout le monde justice, il faut justice pour identifier par responsable. Il y a il faut l'État pour titriser en toto. Toto ya kupete zabadi yoke na nani, donc nous avons bayoke d'affion, nous bayoke en fond, ainsi de suite, mais peut-être que les avons qui va titrer la question. À noter que l'initiateur de Nouvel Élan, Adolphe Muzito, va consulter les forces vives, les autorités politico-administratives et coutumières, ainsi que les jeunes de Kenge, avant de poursuivre sa tournée dans d'autres territoires de la province du Kwango, notamment Féchi, Popokabaka, Kasongolunda et Kayemba. On continue, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a échangé avec une délégation du syndicat national de médecins Sinamed. C'était à l'hôtel de Campo de Kinshasa, quelques jours après la répression policière durant leur dernière marche pacifique des revendications. Les responsables donc de ces syndicats de médecins sont venus solliciter l'implication du chef de l'administration du parti présidentiel pour l'amélioration de leurs conditions de vie de travail, car, disent-ils, ils sont fatigués de vivre dans la précarité. En 2022, les blouses blanches de son pays, après avoir été choqués du spectacle désolant survenu lors de leur manifestation 5 jours après, un bon partisan de la social-démocratie et respectueux des valeurs humaines, Manabouté n'a pas hésité de présenter des excuses pour ces dérapages de la police avant de s'enquérir des désidératas des médecins. Je pense que le secrétaire général de l'UDPS a visionné les images qui ont circulé à propos de la barbarie policière lors de la manifestation des médecins en date du 21 de ce mois de septembre 2022. Il a été indigné dans son fort intérieur. Voilà pourquoi il nous a appelés pour que
au-delà de tout ce qui a été fait ou ce qui se fera, qu'il puisse nous parler en tant que responsable d'un grand parti, présenter les excuses par rapport à ce que les médecins ont vécu, mais aussi connaître le soubassement de notre marche. Nous lui avons expliqué le déroulé de tous les événements. Du début, lorsque nous avons signé l'accord avec le gouvernement en date du 3 août 2021, jusqu'à la marche pacifique du 21 septembre. Visiblement, le tête-à-tête de médecins avec le chef du parti au pouvoir semble être prometteur. Le secrétaire général du syndicat national de médecins s'est voulu optimiste devant la caméra. Il a été très attentif et lui, en tant que politique, je pense qu'il va agir à sa manière pour que des solutions durables soient rapidement trouvées afin que les médecins reprennent le service. Les médecins marchent, nous marchons parce que nous trouvons que nous vivons dans la précarité. Nous voulons retrouver notre dignité et notre honneur. Mais si cela nous est accordé aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, je pense que les médecins sont des personnes réfléchies, des élites du pays, ils vont comprendre ce qu'il faudra faire à ce moment-là. Donc nous sommes encore à la recherche des solutions et je pense que des solutions idoines pourraient être très rapidement trouvées afin de contenter les médecins. Membre de la coordination de l'Union sacrée de la Nation, Augustin Kabouya Dimonabouté du chef de l'État veille tout le temps à ce que la mise en œuvre de la vision Peuple d'abord prônée par le chef de l'État Félix Tshisekedi ne souffre d'aucune faille. Toujours dans ce journal, c'était au cours d'une conférence de presse tenue en ce jour à Kinshasa que Constant Moutamba, président national de la plateforme dynamique de progressistes révolutionnaires DIPRO, a donc annoncé avoir déposé une plainte à la Cour pénale internationale CPI contre le président rwandais Paul Kagame pour ce qu'il qualifie de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes d'agression. Les détails à travers ce reportage. International pour que les auteurs des forfaitures qui sont perpétrées au quotidien, qui endeuillent au quotidien les populations de la partie est du pays, puissent en revenir. Si nous avions les milices, nous avions la possibilité de pouvoir faire une incursion au Rwanda, nous sommes. Mais voyez-vous que nous n'avons pas de milice. Nous sommes un groupe politique non-armé. Nous ne pouvons donc pas recourir aux armes pour contraindre le Rwanda à quitter illico notre territoire. Disposons donc des moyens à notre disposition et de savoir la capacité à mobiliser notre population et à mobiliser la communauté internationale. Nous sommes dressés comme un seul homme pour saisir les instances judiciaires internationales contre principalement M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Cela dit, permettra, puisque nous Parlons société à présent. Messieurs Anissé Abimana, propriétaire d'une parcelle située sur l'avenue des Entrepôts, numéro 2 au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete. Ce dernier dénonce la spoliation de sa parcelle par un certain Christian Mwamba. Son voisin, suivait ces images avec plus d'amples détails. On ne cessera de décrire les trafics d'influence qui continuent à ternir l'image de la RDC. Malgré que les chefs de l'État prônent l'état des droits, certaines personnes continuent avec ces sales pratiques. Tenez, Messie Anissé Abimana Mahano, propriétaire d'une parcelle située sur l'avenue des Entrepôts, au numéro 2 au quartier Kingabwa dans la commune de Limete, a acheté cette parcelle en bonne et due forme avec un certificat d'enregistrement authentique en 2019 suite au contrat de bail de 2018. Curieusement, au mois d'avril de l'année en cours, un certain Christian Mwamba, son voisin, s'est permis de monter un coup bien planifié pour lui ravir sa parcelle, bien qu'il soit en procès avec son vendeur. Incroyable, mais vrai,
Ces derniers s'est même permis de falsifier une décision judiciaire en complicité avec un huissier de justice pour déguerpir M. Anissé Abimana sans aucun respect des normes requises en la matière. Et c'est malgré tous les documents que M. Anissé Abimana possède. Face à cette situation, il est allé en tierce opposition et au tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete où les dossiers sont toujours pendants. Sans documents, M. Christian Mwamba commence déjà à démolir sans respect des normes étatiques. Minanga ezana bana mike penza bana basi babengana biso penza ti lelo nazaka kalibanda. Et puis ba ngana tiaka demande na inspectorat ba bisaka ke na kende siko na procès na ye ba malekaka parce que je n'étais pas parti à ces procès là. Mais après tout ce qui s'est passé, j'ai poursuivi toujours la voie judiciaire. Et que si les lots tozaka kana justice mais na yeko apprendre que adversaire nangai monsieur Christian Mwamba Mpoi abandi déjà ko buka penza lupango ndaku oyo ngana tongana pasi si les lots donc azoko buka yango sans aucune autorisation. En outre, il lance un vibrant appel au chef de l'État et aux autorités judiciaires de s'impliquer dans cette situation pour qu'il soit rétabli dans ses droits. Yango na ye liboso ya bakonzi batala likambo wana. Parce que mokonzi ya mboka alobaki ke mutu nyonso ifa respecter mibeko. État de droit lingi koloba ete biso nyonso tokota na bosolo. Mais eza penza ko kamwa ke batu misusu bazo se permettre que toujours en société, en conflit foncier avec Moderne Construction, la société AVC Construction réplique en ce jour au communiqué du ministère des Affaires foncières et dénonce par la même occasion ce qu'elle qualifie des contre-vérités distillées par l'entreprise de l'homme d'affaires indien Haris Jagtani. Retour en image à travers cet élément. Aujourd'hui, nous découvrons plus de faits sur les conflits fonciers de la société AVC Construc et Moderne Construction qui contredisent le communiqué y afférent du ministre des Affaires foncières de la RDC. D'après l'analyse des documents, par le service judiciaire révèle également une fraude au service foncier dans ce litige. Les preuves attestées d'un rapport d'enquête et de zonage de 1994 sur un terrain appartenant à la famille Ziélé est vendu à M. Harish sur l'avenue Ouassa, à 1 km de la rivière Njili. À côté se trouve la concession Kumadio, la concession Ndélé et la concession Luyeye. Comment les services fonciers ont-ils placé M. Harish au milieu de la concession AVC Construc, lui attribuant comme seul voisin AVC à gauche, à droite, au nord sur l'avenue de la Paix, le long de la rivière Njili. Avec des dupliques des signatures, des Photoshop, des farces, juste pour imposer M. Harish au centre de la propriété d'AVC Construc. Observez bien. Ce PV en mentionne 18.516. Pourquoi l'entrée originale 10.516 n'est-elle pas manipulée comme 18.516? L'analyse par des experts en fraude documentaire révélera bientôt la vérité. Restons dans l'actualité. Le ministre de la Santé publique et Hygiène, Jean-Jacques Mbungani, a annoncé ce mardi 27 septembre 2022 la fin de la 15e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu, qui, selon lui, aurait duré 1 mois et 12 jours. À en croire le ministre de la Santé, c'est donc grâce aux acquis de précédentes épidémies et l'accompagnement de la province et de la nation congolaise, l'expertise des équipes locales et leur professionnalisme ont permis de contenir l'épidémie dans les limites de l'ère de la santé de Boutanuka dans la zone de la santé à Béni. Suivez les détails à travers les propos recueillis du ministre. Chers compatriotes, notre pays, la République démocratique du Congo, vient de connaître dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans la ville de Béni, la résurgence de la maladie à virus Ebola depuis le 16 août 2022. Cette épidémie, la 15e dans notre pays, la 4e dans la province du Nord Kivu et la 3e dans la ville de Béni, est survenue seulement 8 mois après la précédente dans la même contrée. En effet, cette résurgence survient dans la zone de santé de Béni, qui est en état de siège depuis le mois de mai 2021. Et c'est dans ce contexte que la riposte a été organisée. Elle a bénéficié d'un accompagnement et un appui des autorités politico-militaires dans la mise en œuvre des activités.
Grâce aux acquis des précédentes épidémies et l'accompagnement de la province et du niveau national, l'expertise des équipes locales et leur professionnalisme ont permis de contenir l'épidémie dans les limites de l'aire de santé de Butanuka dans la zone de santé de Beni. Chers compatriotes, cette résurgence a bénéficié de l'attention particulière du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a chargé le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à travers la Direction générale de lutte contre la maladie, à apporter toute l'expertise technique nécessaire à l'équipe provinciale et aux équipes locales dans la lutte contre cette résurgence. En ce mardi 27 septembre 2022, après 42 jours de surveillance renforcée, sans nouveaux cas confirmés et selon le protocole de l'OMS, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 15e épidémie à maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo, qui aurait duré 1 mois et 12 jours. Je remercie particulièrement les équipes locales de la zone de santé de Beni, la division provinciale de santé du Nord Kivu et les experts du niveau national qui ont œuvré sans relâche pour l'obtention de ce résultat. Ce résultat est également le fruit de l'appui de nos partenaires techniques et financiers, œuvrant toujours à nos côtés dans la gestion des urgences. Chers compatriotes, au cours de cette épidémie, seule une aire de santé sur les 22 que compte la zone de santé de Beni a été affectée suite à un décès d'une femme de 46 ans à l'hôpital général de référence de Beni après 23 jours d'hospitalisation pour détresse respiratoire. Un prélèvement buccal a été effectué et a été confirmé positif au virus Ebola, Zaïre, par l'Institut national de recherche biomédicale, INRB en sigle. Le séquençage a révélé qu'il s'agissait d'une souche persistante liée à la 10e épidémie. C'est l'occasion pour moi d'exprimer ici, au nom du gouvernement, toute ma compassion et mes condoléances les plus attristées à la famille qui a perdu un être cher. Chers compatriotes, l'écosystème de notre pays et le nombre élevé des guéris des précédentes épidémies de la maladie à virus Ebola constituent pour notre pays un risque élevé et permanent de résurgence des épidémies de la maladie à virus Ebola. C'est pourquoi nous devons renforcer davantage notre surveillance épidémiologique en général et particulièrement autour des guéris, tout en réfléchissant sur des stratégies idoines à mettre en place pour toutes les zones de santé à risque. Au moment où nous déclarons la fin de cette épidémie, la RDC continue à faire face à d'autres urgences de santé publique. J'ai cité le choléra, le monkeypox, la rougeole et la pandémie à Covid-19. Pour vaincre ces fléaux, les communautés sont invitées à s'engager aux côtés du personnel de santé et des leaders politiques et religieux. Au regard de la survenue de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, souche Soudan en Ouganda, la surveillance transfrontalière devra être renforcée et un plan de préparation mis en place pour les provinces du Nord Kivu et l'Ituri pour être capable de détecter rapidement d'éventuelles urgences de santé publique et ainsi réduire la charge de morbidité et mortalité dans notre population tel que le prône le chef de l'État au travers le plan d'action du gouvernement dans le cadre de la couverture santé universelle. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, restons dans la ville de Goma, donc dans la province du Nord Kivu. Sachez que lundi 26 septembre 2022, les activités ont été paralysées dans cette grande ville de l'Est de la RDC. Les habitants de ce coin du pays n'ont pas bougé d'un poil à l'appel de l'organisation de la société civile afin de dénoncer comme ça l'occupation d'une localité de la région occupée par les rebelles du mouvement du 23 mars, donc AM23. À cet effet, le gouverneur militaire de cette même province, le général Constant Ndima Kongoba, a effectué la ronde des entreprises étatiques dans la matinée de ce même lundi. Reportage. Au premier jour de l'opération Goma Ville Morte, en ville touristique de Goma, le gouverneur de la province du Nord Kivu a fait la ronde des entreprises étatiques dans la matinée de ce 26 septembre 2022. Fidèles au poste, les agents ont bravé la peur et la difficulté des transports.
Le lieutenant-général Constant Dimakongba explique le sens de sa tournée tout en encourageant ceux du secteur privé qui ont eu peur des manipulateurs, comme le chef les appelle. D'abord, c'est en rapport avec le lancement par des groupes de pression et autres de la ville morte de ce jour. Les forces de défense et de sécurité se sont mis au travail pour déjouer cette manifestation. La manifestation qui ne nous apporte que le deuil et les destructions des infrastructures. C'est dont nous ne pouvons pas accepter. Les enfants qui restent à la maison, eux n'iront pas les enseigner à la maison. Et ceux qui ne vont pas au travail, ils ne vont pas leur donner à manger. Et nous devons savoir qu'une journée de perdu est une perte immense pour la République. Raison pour laquelle je me suis fait entourer de mon comité provincial de sécurité à travers cette ronde pour féliciter tous les parastataux dans cette ville de Goma. Et nous avons constaté que la manifestation a été déjouée et nous avons constaté heureusement que tout le monde est à sa place. Les autres, je crois, c'était la peur, ils vont suivre et que la vie reprenne. Nous ne pouvons pas à chaque fois céder aux manipulations. Ildefonse Kambale, fonctionnaire de la mairie, lui s'est réjoui de cette action du gouverneur. Je ne peux que le remercier, nous réconforter. Nous sommes arrivés au service. Nous tenons à ce que nous puissions faire respecter d'abord nous-mêmes les lois de la République et les faire respecter. Montrer à la face du monde que nous sommes respectueux de loi et nous ne pouvons pas nous fier à tout appel qui vient de n'importe qui. Si l'avant-midi, dans la ville de Goma, Encore une fois, dans la province du Nord Kivu, le gouverneur militaire de cette partie du pays, le général Constant Dimakongba, a levé par un arrêté provincial signé en ce jour le couvre-feu dans la ville de Goma. Cependant, ce couvre-feu reste maintenu dans d'autres parties de la province. Cette décision est prise sur base de recommandations formulées par les membres du comité provincial de sécurité au cours de la réunion extraordinaire de sécurité du 26 septembre tenue à Goma. Compte tenu de ce communiqué lu par le général de brigade Dani Yangba. Suivez. Arrêté provincial numéro 01-4/NK-2012 du 19 décembre 2021 portant mesures de sécurisation de la population pendant les fêtes de fin d'année en province du Nord Kivu, considérant les recommandations formulées par le membre du comité provincial de sécurité au cours de la réunion extraordinaire de sécurité élargie, au commandant de la 3e zone de défense et le commandant corps de protection des parcs nationaux en sigle corps PPN, tenu à Goma en date du 26 septembre 2022. Vu la nécessité et l'urgence, arrête. Article 1er. Élever la mesure de couvre-feu sur toute l'étendue de la ville de Goma. Article 2. Pour le reste de la province du Nord Kivu, les heures du couvre-feu sont maintenues jusqu'à nouvel ordre en attendant l'amélioration des conditions sécuritaires. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Dans la page internationale, on nous informe qu'à l'approche du présidentiel du 2 octobre au Brésil, voyage dans l'état du Pernambouc, où les électeurs n'ont pas oublié l'enfant du pays, l'ex-métallurgiste devenu président Lula da Silva, brigue un nouveau mandat face donc au sortant d'extrême droite Jour Bossanova. TV5 a signé ce reportage, suivez. On y arrive par un chemin de terre, une maison traditionnelle près de Caetés, un village du Pernambouc austère.
dans la région du Nord-Est. Ce 3 pièces exigu, c'est Heraldo dos Santos, un lointain cousin de Lula Ignacio da Silva qui l'a fait construire et qui le fait volontiers visiter. Ici la cuisine, là une chambre, bien en évidence un Christ. C'est une petite maison très simple, disons un petit toit pour dormir, car il faut imaginer que cette maison accueillait Lula, ses 7 frères, 8 personnes, plus sa mère et son père. La maison est une réplique de celle où est né Lula, affirme Dos Santos, qui partage avec lui les origines modestes. L'itinéraire aussi, celui d'anciens métallos passés par l'action syndicale. Là s'arrête la comparaison. Parti de rien, Lula a connu un destin national, 2 mandats de président. Il en brigue un 3e après avoir connu la disgrâce, les accusations de corruption et la prison. La justice brésilienne a annulé ses condamnations sans pour autant l'innocenter. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, que Lula a volé ou pas, cela n'a pas d'importance pour moi. Ce qui m'importe, c'est que lorsqu'il était président, les choses étaient beaucoup plus faciles, tout était plus pratique. Je gagne un salaire minimum et je ne peux rien faire. La région n'a pas oublié la politique favorable aux pauvres de Lula. À Garanhuns, l'ex-président de gauche, à nouveau candidat, à la cote à l'approche du scrutin, dimanche 2 octobre. Les personnes qui votent pour le Parti travailliste viennent souvent acheter des serviettes et des t-shirts à l'effigie de Lula. Mais ici comme ailleurs, son rival a gagné du terrain. Ce que j'aime le plus chez Bolsonaro, c'est qu'il dit tout de suite ce qu'il a envie de dire. Beaucoup de gens l'attaquent en disant « Ah, il dit ce qui lui vient sur le bout de la langue ». Mais c'est ce que j'aime. Lula contre Bolsonaro, le retour de la gauche ou le maintien d'une droite extrême. Résultat, début octobre, en principe. Voilà, madame, messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci d'avoir été les nôtres.